Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez physiquement grandi à Nice, mais c'est à Paris que vous avez professionnellement grandi. Paris qui sera toujours Paris, comme la Parisienne sera toujours vous. Bonjour Marie-Paul Belle. Bonjour Jacques. On n'y échappe pas, la Parisienne. Non, c'est vrai, même une année au Théâtre de la Ville, j'avais voulu, entre guillemets, m'en débarrasser et la chanter en entrant sur scène, et j'ai dû la chanter 2 fois parce que je la chante toujours à la fin, donc c'est vrai. Mais je ne m'en plains pas, hein, non. Au contraire. Alors, il y a un nouvel album qui reprend d'anciennes chansons. Il y a 5 jours à la Nouvelle Ève, on va en reparler tout à l'heure, mais on va revenir sur votre passé à travers des dates clés. D'accord. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 20 janvier 1970, vers 23h. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, l'Écluse. Au début à l'Écluse. Mon premier passage à l'Écluse avec un trac fou à la guitare, parce qu'on m'avait dit « Ah, mais personne n'a touché le piano depuis Barbara ». Après, ils m'ont laissé me jouer du piano, mais j'avais très très peur. Mais c'était formidable, c'est vraiment le départ de tout. Ouais. L'Écluse, c'était un petit cabaret qui existait, quai des Grands Augustins. Comme à l'époque, il y avait les cabarets rive droite et rive gauche, Oui. la Vieille Grille, le Port du Salut. C'était des endroits où on allait... alors, les intellos allaient rive gauche et les populaires rive droite, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y avait l'échelle de Jacob aussi où j'ai chanté. C'est-à-dire qu'il y avait la rive gauche, c'était plus des chansons à texte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait des nouveaux auteurs-compositeurs qui venaient montrer leur début, quoi. Il y a eu Barbara, Ferré, Brel, tous ces grands de la chanson qui ont débuté rive gauche, Brassens. Et après, quand on a été un peu mieux installé dans le milieu du cabaret, qu'on en avait fait plusieurs dans la même soirée, eh bien, on traversait la Seine et on allait se montrer sur la rive droite. Voilà. Alors, c'était une école fabuleuse parce qu'il fallait chanter en toutes circonstances. Quand le public avait bu et vous chahuté, il fallait continuer. Ah oui. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient, donc, puisque c'était à 23h, et ils pouvaient crier à poil la greluche et tout ça, et envoyer des choses à la figure. Mais bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que ça a marché tout de suite. Voilà. Et ce qui a marché aussi tout de suite, mais un peu plus tard, c'est votre première chanson, Tout vient à point. J'en suis sûre, vous m'aimiez beaucoup, car de foudre j'avais le coup. Première chanson. Hein, alors oui, c'est émouvant ça, parce qu'en fait, j'ai signé paroles et musique, mais c'est mon papa qui avait fait le texte. Ah bon? Oui. Papa qui était médecin. Oui, mon papa qui était médecin et qui avait toujours voulu écrire, et son propre père avait mis des barrières là-dessus, donc il était très content, il était très fier de moi. Et votre mère est aussi pour beaucoup dans votre carrière, car à l'âge de 3 ans, vous avez commencé à apprendre le piano, Marie-Paul Belle. Oui, c'est vrai, je ne savais pas lire les notes, et pas lire du tout. Et donc, elle me montrait les notes avec des couleurs, do, orange, ré, bleu, mi, vert. Et je me souviens que pour avoir une bonne position de la main sur le clavier, elle me mettait une petite pomme à l'intérieur pour bien que la position soit plus facile. Mais c'était difficile. En plus, j'ai fait 11 ans de piano classique, mais j'ai jamais travaillé. Donc, parce que j'avais la chance ou la malchance d'être douée, donc je faisais tout d'oreille. Mais en même temps, votre mère était concertiste et elle a Non, elle n'était pas concertiste. Elle aurait voulu être concertiste parce qu'elle jouait très très bien. Mais bon, elle s'est mariée, elle a fait des études de médecine et ça s'est pas fait. Oui, surtout on l'a traumatisée quand elle était enfant et elle voulait absolument que vous ne soyez pas traumatisée. Le piano devait être un plaisir. Mais je sais pas où vous savez. Vous avez trouvé ça, mais c'est la vérité. Elle avait dit à mon prof de piano, je veux toujours que la musique soit une joie pour ma fille et que l'instrument soit un plaisir. Donc, vous ne la gronderez jamais. Donc, même quand je travaillais pas du tout, quand je faisais rien, je veux dire, je n'étais pas grondée parce qu'elle avait reçu des coups de règle sur le dos de la main quand elle faisait des mauvais passages de pouce, ou parce qu'on lui mettait une gomme sur le dos de la main, et pour les passages de pouce à toute allure, il fallait pas que la gomme tombe sur le clavier. Donc, quand la gomme tombait, on lui donnait des coups de règle. Et là, je veux dire, elle a dit, je ne veux pas ça. Moi, elle a dit, j'ai souffert de ça. Je veux que
ça soit vraiment une joie. Et c'était tellement une joie que, après, pas des années après, pendant le lycée, à la sortie des cours, tout le temps, j'étais dans la musique. Le piano était dans ma chambre. Oui, et alors, la sortie des cours, il y avait quand même... la joie n'était pas du même côté, puisque sur vos bulletins scolaires, Marie-Paul Bell, il y avait écrit « Merci de nous avoir tant fait rire ». Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, c'était déjà peut-être une demande d'amour, alors que j'étais très aimée, j'avais pas de problème, peut-être que je le sentais pas, mais c'était le besoin de faire rire. J'étais le pitre de la classe tout le temps, à partir de la 5e, 4e, et c'est moi qui battais le record des mauvaises notes. Et puis après, quand je suis allée en fac, j'ai organisé des balles psychédéliques. Au moment de 68, j'ai organisé des shows, des commissions paritaires, des tas de trucs. Donc, même en fac, après, quand j'étais en psychologie, j'ai des copains qui se souviennent encore de moi, avec qui je corresponds un peu par Facebook. Mais ça, c'est très tendre cette fidélité. Et votre bac, justement, vous l'avez eu grâce à un poussin, je crois, Marie-Paul Bell. Mais alors, c'est incroyable, ça. C'est vrai ? Oui. Parce que j'ai eu quand même 1,5 sur 80 en maths. Oui, c'est pas beaucoup. Alors, donc, comme il y avait le même coefficient en français et en sciences nat à cette époque, j'ai eu une très bonne note en français. Et en sciences nat, j'ai passé l'oral. Et donc, la prof, elle regarde mon cahier de travaux pratiques et puis elle voit la grenouille. Alors bon, elle dit « Oh, on va peut-être faire la grenouille ». Et moi, pendant que je mettais des heures à effacer le tableau, comme ça, je me disais « Pas la grenouille, pas la grenouille ». Je savais pas la grenouille. Et puis, elle tourne, parce que je mettais très longtemps à effacer le tableau. Et puis, elle voit le poussin. Elle dit « Oh, peut-être préférez-vous le poussin ?» J'ai dit « Oh, oui ». Mais alors, je me suis dit « Faut pas que je me précipite trop, parce que si c'est une peau de vache, elle va dire « Eh bien, si elle préfère, je vais lui donner la grenouille ». Donc... J'ai dit, oh oui, mais en fait, c'est comme vous voulez, les deux me vont, mais en fait, oui, allons pour le poussin. Et comme ça, j'ai eu mon bac. Et voilà, et vous avez eu ensuite d'autres succès, on en parle avec une autre date, le 31 mars 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marie-Paul Bell, le retour avec cet album et ses concerts à la Nouvelle Ève, et une date, 31 mars 1973. C'est la télé des clics, écoutez ce générique. Samedi soir de Philippe Bouvard. Ouais, et ce jour-là, vous êtes invité pour une chanson qui est celle-ci. Ah oui. Ça n'allait pas tout seul. Il était fort en gueule. Alors, cette chanson, au départ, vous devez la chanter. C'est au Studio 102. J'étais là, donc je m'en souviens très bien. Et Philippe Bouvard vous regarde et dit, on va faire 2 chansons. Oui, c'était très très rare, parce que tout le monde, même les grandes vedettes, faisaient qu'une chanson. Et... j'ai dit, bon, mais j'étais tellement paniquée. D'ailleurs, il y a encore, sur l'INA, il y a encore les images de ça, et on voit que je suis complètement coincée. Mais j'ai dit, bon, ben d'accord, et j'ai chanté Nosferatu, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et effectivement, Philippe Bouvard, vous avez remarqué, lui qui n'aime qu'une seule chanson, c'est Le temps de la rengaine de Serge Lama. Il écoute absolument pas les chansons. Il y a eu quelque chose en plus, et je l'ai vu se précipiter en coulisses à la régie et à dire, bon, elle fera 2 chansons. Oui, c'était... Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, comme c'était jamais arrivé, le lendemain, tous les journaux de télévision sont venus me voir en disant « Mais alors, vous sortez un album, mais alors, qu'est-ce que vous faites et tout ?» Et moi, je chantais à l'écluse, comme tous les soirs. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je disais « Mais non !» ça fait vraiment un déclic. C'est grâce à Philippe Bouvard, vraiment, que je suis entrée dans les médias, et que après, tout a suivi, l'album, etc. Oui, alors, tout a commencé aussi à la suite d'un pari à la fac, quand vous êtes inscrit à un concours qui s'appelait Chapeau, je crois, Marie-Paul Bell. Oui, parce que j'écrivais des chansons, et donc on était tout un groupe d'étudiants, et on était auteurs-compositeurs, et on se réunissait dans une petite maison, comme ça, qui était une petite cabane, qui était dans le jardin d'amis, et donc on se chantait nos œuvres, entre guillemets. Et un jour, ses amis m'ont dit « Tu es pas chiche de te présenter à ce concours ». C'était un concours assez particulier, un télécrochet sur Télé Monte-Carlo, où on devait chanter de semaine en semaine, éliminé ou pas
par des approbations ou non de spectateurs qui regardaient la télévision disséminée dans des bars qui allaient de Marseille à Télé-Monte-Carlo. Donc, inutile de vous le dire dans quel état ils étaient quand ils votaient, quoi. Je veux dire, allez, ouais, non. Et c'était la mode d'Enrico Macias, de Claude François et tout. Et moi, je suis arrivée avec des chansons de Brel, mes propres chansons, des choses comme ça. Donc, je faisais un peu tâche. Et finalement, de semaine en semaine, j'ai réussi à éviter. Ça s'appelait chapeau parce que si on chantait mal, des hôtesses étaient reliées par téléphone à ces bars et avaient l'ordre de nous mettre un chapeau sur la tête. Donc j'ai échappé au chapeau et grâce à ça, j'ai gagné la finale annuelle qui était où on devait chanter devant un jury professionnel. Et là, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné l'envie définitive de faire ce métier. Voilà. Vous avez chanté du Brel, je crois, le plat pays. Oui. Brel, d'ailleurs, il y a une statue à côté de sa maison où en néerlandais il y a les paroles du plat pays. Ah oui, ça je savais pas. Voilà. Et il adorait une de vos chansons qui s'appelle La Louisiane. Oui, c'est vrai. Hein? Il avait dit, parce que à un moment donné, j'ai beaucoup vu Madly, sa dernière compagne, Oui. et donc il disait que quand il entendait ça à la radio, il disait, elle est bien cette gamine. Donc ça m'a fait plaisir. On ne s'est jamais rencontrés, mais ça m'a fait plaisir. Votre premier lot, je crois que c'était un flacon de Printil qui était un parfum. Oui. Être fraîche, c'est facile. Le rester, c'est Printil. Exactement. Et donc, on gagnait ça. Et donc, vous vous êtes retrouvé ensuite à Paris, dans une chambre de 5 mètres carrés, parce qu'il fallait bien continuer. Et là, ça n'a pas été facile. Et puis, grâce à cette émission de Philippe Bouvard, vous avez eu un grand prix du disque, vous avez fait l'Olympia. D'ailleurs, il y a un mauvais souvenir de l'Olympia, c'est le soir, je crois, où vous avez vomi sur les chaussures de Bruno Cocatrix. Oui, c'est mon premier Olympia en 78. J'étais tellement malade parce qu'en plus, il y avait une émission de télévision qui se passait en direct qui s'appelait Mi-Figue, Mi-Raison, Oui. qui était animée par Patrice Laffont et où on filmait toutes les répétitions et tout. Donc, j'avais jamais eu un moment de toute la journée pour me poser. Et donc, arrivé le soir, je n'en pouvais plus. J'étais tout le temps filmée et Bruno est venu me chercher pour m'accompagner pour entrer en scène. Et complètement côté court, je rentrais, j'étais à côté de Bruno et bon, j'ai carrément vomi sur ses pieds, mais je savais plus où me mettre parce que j'allais rentrer dans 10 secondes, quoi. Je disais, oh pardon, excusez-moi, vraiment c'est une horreur et tout. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, Brel l'a fait avant vous. Exactement. C'était un bon signe. Il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans votre vie. Il vous a emmené en tournée et vous avez fait une chanson ensemble qui s'appelle Mon nez. Que je pleure ou bien que je ris, ça me fait un profil de souris qui ne prête qu'à ricaner Serge mon Lama. nez. Oui, Serge Lama, je m'étais disputée quand il m'a apporté le texte de cette chanson. Parce qu'il y avait un moment à la fin où il dit « En amour, il est si expert qu'on dit partout que je m'en sers comme d'un doigt supplémentaire. Ouais. » Donc, je dis « Tu me vois chanter ça ?» Il me dit « Et non seulement tu vas le chanter, mais en plus, tu verras que c'est là où ils vont rire le plus. » Et il a eu raison. Et moi, pour me débarrasser un peu de ce texte, j'ai fait une musique, j'ai fait une bourrée auvergnate dessus en me disant « Il va jamais accepter une bourrée auvergnate. » Et en fait, il a dit « C'est génial et tu la chantes ce soir. » Et donc, sous chapiteau de 8000 personnes, j'ai chanté ça. Et ça a été du délire. Donc, c'est vraiment un très bon souvenir. Il avait raison. Il m'a appris tout vraiment de A à Z parce que je sortais du cabaret, de l'éclipse de l'échelle de Jacob et je me retrouvais propulsée dans des chapiteaux de 12 000 places, des arènes. Et c'était physiquement une autre façon de communiquer avec le public. Oui, et il vous a emmené partout. Et le jour de ses 60 ans, il a fait Bercy. Et là, la surprise, ça a été quelque chose, Marie-Paul Bell. Il m'a fait ça, vraiment, c'est incroyable. Oui, parce que il me dit, viens me voir à Bercy. Moi, je me déplace pas dans les endroits où il y a beaucoup de foule parce que j'ai un peu peur. Et donc, j'y suis allée. C'était les 60 ans de Serge Lama à Bercy. Les 60 ans de Serge Lama, je me suis dit, il faut que j'y sois. Et j'étais dans la tribune en train de regarder. Et son impresario, Simone Marouani, vient avec une petite lampe de poche dans le public, vient me chercher. Elle me dit, viens, tu vas venir et tu vas lui sauter au cou quand il sort de scène. Comme ça, il va te voir et ça va lui faire plaisir. Je dis, ah bah oui, c'est une bonne surprise et tout. Et donc, je la suis, j'arrive, je monte les marches et j'arrive derrière le rideau. Et donc, c'est la dernière chanson avant que Serge quitte la scène. Et il sort de scène et il me voit et il me prend dans ses bras et il me dit « Ne bouge pas ». Alors, je dis « Ben non, je bouge pas, je t'attends ».
Et je l'entends, il retourne et il dit « Je vais vous présenter mon ami », je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. Et je sens Simone qui me pousse carrément. Je me retrouve devant 18 000 personnes, n'ayant rien préparé, évidemment, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Et il me dit, elle est en train de faire un spectacle sur Barbara, il faut aller le voir. Et il dit tout ça à la foule. Il dit, d'ailleurs, elle va vous chanter une chanson. Qu'est-ce que tu chantes? Et j'étais complètement paniquée. Voilà, la petite cantate. Et alors, il se met à côté de moi. Je me dis, il va la chanter avec moi. Il se met à côté de moi comme s'il allait chanter. Et il m'a laissé chanter de A à Z toute seule. Et donc, c'est un cadeau extraordinaire parce que c'est après son spectacle et ça a même été filmé pour son DVD live de ce jour-là. Et c'est une très, très grande émotion. Mais j'ai été liquéfiée de trac. Alors, Barbara, justement, vous l'avez chanté. Vous avez chanté d'autres chansons que la petite cantate. Dis, quand reviendras-tu? Dis, moi le sais-tu? Alors, Barbara, au départ, c'était une envie comme ça et c'est devenu vraiment votre seconde carte de visite, Marie-Paul Bell. Et oui, je vais vous dire, c'était pas gagné d'avance parce que jusqu'à 99, dans mon tour de chant, je mettais toujours une chanson de Barbara parce que c'est elle et Brel qui m'ont donné le déclic vraiment quand je les ai vus sur scène. Et puis, j'avais cet élan d'amour pour elle. Et puis, donc, quand elle est partie, ça a été très difficile, comme pour tous ses fans. Et j'ai attendu 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai voulu lui rendre hommage en chantant que des chansons de Barbara. Et donc, dans un petit théâtre formidable, le théâtre de 10 heures, qui était tenu par Michel Miletti, j'ai fait un piano-voix et ça a tellement bien marché qu'on a prolongé au Casino de Paris. On a fait 4 ans de tournée. On est allé au Japon, en Finlande, en Pologne, partout, quoi. Et ça a été du délire, alors que ça pouvait être complètement casse-gueule, parce que vous savez, les fans de Barbara, ils supportaient pas que les chansons de Barbara soient chantées par quelqu'un d'autre. Elle était intouchable. D'ailleurs, même des journalistes, au début, on dit ne parlez pas de moi. Et puis après, voyant que ça prenait une telle ampleur, ils donnaient, les mêmes qui auraient pu me critiquer, donnaient mes dates de concert. Donc, ça a été fulgurant parce que c'était la première fois qu'on reprenait ces chansons. Mais vous savez, il y avait des gens qui ne le supportaient pas, comme Jean-Claude Brialy à l'époque. Il était très ami avec Barbara. Il n'a pas supporté que quelqu'un d'autre chante ses chansons. Alors, vous avez été, vous, formé par Brel et par Barbara. Et Barbara, elle a été formée par Piaf, car c'est en voyant un concert à l'ABC qu'elle a eu envie de faire ce métier. Voilà. Ah oui. Et Barbara, je crois qu'elle vous a envoyé des fleurs et un mot lorsque vous avez fait un spectacle sur elle. Oui, c'est vrai. Et ça, je le raconte dans mon livre qui va sortir la fin février. Elle est venue... je veux dire, bon, déjà, quand elle a fait son premier Olympia, Roland Romanelli nous a présenté, et donc elle est sortie de sa loge, elle a remonté toute la file d'attente qui attendait pour la féliciter, elle m'a prise dans ses bras devant tout le monde, moi j'étais cramoisie comme cette mousse, hein. Je veux dire, et elle a dit, mais j'adore ce que vous faites, donc j'ai dit, mais c'est moi qui dois vous dire ça, je viens pour vous dire ça, comment ça se fait? Et donc, on avait vraiment une affinité. D'ailleurs, 3 jours avant sa mort, on s'est longuement téléphoné et elle m'envoyait des fleurs, des fax, comme elle faisait à tous les gens qu'elle aimait. Et ce jour-là, quand j'ai fait mon Olympia, elle m'a dit on vous aime, on vous attend. Et ben voilà, nous on vous aime aussi et on vous attend à la Nouvelle Ève et on va évoquer une autre date importante pour vous, c'est le 10 décembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marie-Paul Bell. 10 décembre 2019, sortie de mes premières années. Il y a un CD avec 26 chansons chez Marianne Mélodie qui reprend des titres connus et des titres oubliés. Pourquoi cet album d'abord ? Eh bien, c'est le hasard de la vie qui fait bien les choses, en l'occurrence. Mathieu Moulin, qui est le directeur artistique de Marianne Mélodie, est venu un jour à la maison pour que je réponde à des questions pour une interview d'une femme que j'adore, burlesque, Yvette Leclerc, et qui faisait un DVD. Et donc, bon,
c'est un travesti, hein, je veux dire, mais c'est quelqu'un d'extraordinairement gentil, humain et tout. Donc j'ai dit oui, je le fais parce que c'est un personnage complètement hors norme et fabuleux. Et donc, au cours de la conversation, il me dit, mais moi, ça m'intéresserait de sortir. J'ai dit, ben moi aussi, parce qu'il y a des tas de titres qu'on trouve plus sur Internet, qui n'ont jamais été numérisés, qui n'ont jamais été sortis. Et il a dit, ben, on va le faire. Et puis, il a fait une recherche extraordinaire. C'était compliqué parce que j'ai été chez beaucoup de producteurs différents, de distributeurs différents. Et il a fait un travail merveilleux. Et c'est un type d'une gentillesse. Et moi, je ne peux travailler qu'avec des gens qui soient vraiment bien professionnellement, mais bien humainement aussi. Je ne peux pas travailler avec des gens qui sont calculateurs et pas francs. Donc, ça m'a fait un bien fou. De sentir cet élan d'amour-là, et voilà, et donc on l'a fait. Il y a 26 chansons dans cet album. Une des premières qui n'a pas eu le succès qu'elle mérite, ça s'appelle « Il n'y a rien à comprendre ». Effectivement, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Ça, c'est des paroles de moi, pour une fois. Oui. Rien à comprendre, tu es venu, tu repars, et je n'ai fait que C'est vraiment une des premières chansons. C'est la toute première. La toute première. La toute première. Et c'est un peu désuet comme mélodie. Ça fait un peu rengaine des années cabaret, justement. Ça fait très rive gauche, ça. Et bon, à ce moment-là, il n'y a pas eu tellement de promotion. C'était 2 titres. C'était la première série Gemini de CBS à l'époque. Et donc, ils n'ont pas fait tellement de promotion. Mais puis moi, j'habitais encore à Nice. J'étais encore étudiante. C'était le cadeau de la récompense du concours de téléchapeau dont on avait parlé tout à l'heure. Alors, effectivement, les chansons, vous avez commencé à en écrire à Nice à l'âge de 9 ans avec Michel Grisolia. Oui. Votre copain d'enfance, vous écriviez des chansons en secret, Marie-Paul Bell. Ah oui, on écrivait des chansons. C'était notre récréation à nous. Quand les autres enfants s'amusaient, nous, on écrivait des chansons. Et c'était drôle parce que, au lieu d'écrire des chansons enfantines ou de notre époque, Michel Grisolia, qui était très avancé intellectuellement, culturellement, et qui avait un esprit de répartie extraordinaire, et qui a écrit des livres, et qui a été scénariste, qui a travaillé avec de grands cinéastes. Déjà, il avait cette plume complètement originale, et on n'écrivait que des chansons morbides et complètement genre je n'aspire qu'à la tombe et des choses comme ça à 10 ans ou 11 ans. Ça faisait rire ma grand-mère qui écoutait ça et qui disait mes pauvres enfants, qu'est-ce que ça va être ensuite? Et donc, on a commencé comme ça, ou alors il écrivait avez-vous déjà vu un vieux soldat tout nu, ou bien la mère Lulu dont la fesse est crochue? Moi, mon bon monsieur, je les connais, je les fréquente. Moi, mon bon monsieur, je les distrais, je suis marrante, avec mon bec de lièvre et mes joues de tortue. Donc, c'était complètement surréaliste et décalé, et c'est pour ça aussi, je pense, que j'ai été sélectionnée à l'Écluse. Voilà. Et effectivement, Grisolia a écrit aussi un livre qui s'appelait L'inspecteur de la mer, Oui. qui est devenu aussi Ma fille et voyou, Oui. avec Belmondo, un film Oui. de Georges Lautner. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a retrouvé récemment 2 séquences qui ont disparu du film, qui ne sont pas dans le film, dont une qui se passe dans un camping, une scène d'action, et qu'on songe maintenant à ajouter à la version originale. Ah, c'est super, je savais pas. Merci de me dire ça. Ça me fait plaisir. Alors, Michel Grisolia n'a pas écrit que ses chansons, Non. il en a écrit d'autres, L'odeur de l'herbe, par exemple. Toi, tu as l'odeur de l'herbe et l'herbe a l'odeur de toi. Toi, tu as l'odeur de l'herbe. Ça, c'est aussi une chanson de vos débuts avec Michel Grisolia qui vous a suivi à Paris. Voilà, et quand il est arrivé à Paris, je l'ai présenté à Françoise de Mallet-Joris. Et après, on a tout signé à 3. On avait fait un pacte comme ça. Il signait les textes à 2 et je signais la musique. Et c'était extraordinaire comme ambiance parce que, je veux dire, ils avaient un esprit complètement différent, mais très complémentaire. Ils se sont très, très bien entendus pendant des années. Et ça a été la période de mes plus grandes chansons, en fait. Oui, Françoise Mallet-Joris, qui était à l'époque académicienne Goncourt. Comment est née votre amitié ? Parce que un jour, je regardais, quand je suis arrivée à Paris, un an après à peu près, je regardais la vitrine de l'échelle de Jacob pour savoir qui était au programme. À ce moment-là, je crois que c'était les Frères Ennemis ou Thierry Leluron ou des gens comme ça.
Et puis, dans la rue, juste pendant que j'étais en train de regarder le programme, je me cogne dans une amie qui faisait partie de la petite maison dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était auteur-compositeur et qui me dit que Boris Bergman, qui était auteur de chansons, qu'il est toujours d'ailleurs, et voulait lui faire des adaptations en français de Buffy Sainte-Marie et de Johnny Mitchell, et elle me raconte sa vie. Elle me dit, et d'ailleurs, j'habite juste en face, chez Françoise Mallet-Joris, tu sais, la maison de papier, c'était le titre d'un de ses romans qu'elle venait de sortir, qui avait eu énormément de succès, qui était un best-seller. Elle me dit, d'ailleurs, j'ai ma pièce à moi, comme il y a des tas d'artistes qui vivent là, il y a un danseur, un photographe, une femme bouddhiste, et moi, j'ai mis un four de céramique, je commence la céramique et tout. Je me dis, c'est complètement fou, ça. Elle me dit, d'ailleurs, si tu veux, je viens, je te la présente. Et on monte au 7 rue Jacob, et sans que Françoise soit prévenue, elle ouvre la porte de la maison et elle dit, Françoise, tu es visible. Et j'entends une voix, oui, oui. Mais je suis en train de me laver la tête. Ben bon, ça fait rien, rentrez. Et donc, la première vision de Françoise que j'ai, elle est courbée en deux, elle a la tête en bas, sous une serviette éponge, et elle est en train de se sécher les cheveux. Et là, cette première vision, on a commencé à parler chansons, et on a jusqu'à 2-3 heures du matin, et là, c'était parti, et tout a défilé par la suite. Voilà, exemple, cette chanson Café Renard. Au bar à tabac de la rue Renard, tombe le soir et tu n'es pas là. Chanson qui figure aussi sur cet album de mes premières années. Oui. Ce qu'on sait peu avec Françoise Mallet-Joris, c'est qu'il a eu une altercation avec Jean-Éderne Allier, qui était fou Allier justement, parce que quand il a été faussement enlevé, Oui. il a appelé tous ses copains à 7h du matin, j'étais sur la liste, en disant j'ai fait un mauvais apostrophe hier soir, tu vas voir ce qui va se passer. Et il a créé son enlèvement. Il y a eu une bagarre avec Françoise Mallet-Joris. Oui, en fait, une bagarre Enfin, indirecte. verbale. Oui, et très. Oui, et il y a un écrivain qui s'appelait Thieulois qui est venu mettre une bombe artisanale sur la colonne de gaz de notre appartement. Et donc, tout d'un coup, il y a eu le feu. Et heureusement que le mari de Françoise avait trouvé des sacs de sable dans la cour parce qu'il y avait des travaux pour éteindre le feu. Mais on aurait pu tous sauter, quoi, parce que c'était vraiment complètement, oui, une folie, quoi. Et moi, j'étais très, très en colère, mais Françoise, qui avait, avec sa voix douce, calme et posée, elle a vu toute la fumée noire qui sortait de l'escalier. Elle a dit simplement, serait-ce un incendie? Alors, vous allez lui rendre hommage à la Nouvelle Ève, où vous êtes à partir du 18 mars. Oui. Et c'est vrai que c'est votre retour sur scène après une longue absence. Oui. Et ce lieu, c'est pas loin de la Pizza Pigalle où vous avez démarré aussi. Oui. Et vous voici les jours où il n'y avait pas striptease, je crois. Oui, parce qu'au début, c'était un lieu où on faisait que du striptease. Et alors, donc, pour lancer la chanson française, le directeur qui a eu la pizza du Marais, Oui, mais avant Lucien, il y avait la oui. pizza, oui, Lucien Guibara, et donc avant il y avait la pizza à Pigalle. Il a fait un jour striptease, un jour chanson, et les gens se trompaient de jour. Donc, Oui. ils étaient très, très énervés quand ils me voyaient avec la guitare. Ils pensaient que j'allais lâcher la guitare et me trouver à poil. Et c'est là qu'ils m'ont crié à poil la greluche, très, très énervé. Mais c'était difficile parce que moi, je chantais des chansons genre La Malavague, des chansons tendres, nostalgiques ou des chansons rigolotes. Mais là, bon, finalement, ça s'est bien passé aussi. J'ai quand même du pot. Oui, la Nouvelle Ève, ce sera l'occasion de reprendre vos succès, des chansons moins connues aussi. Des chansons moins connues, des chansons que je peux pas enlever de mon tour de chant, comme Quand nous serons amis, La Parisienne, etc. Un peu de chansons du répertoire. Donc, et puis au début, je vais inviter certaines personnes. J'ai demandé à Serge Lama, par exemple, qui vienne chanter la petite cantate avec moi. Cette fois-ci, qu'il la chante avec moi. Et puis, j'ai demandé à Isabelle Maillero qu'elle vienne chanter le Trans-Europe Express. Liane Folly veut chanter Quand nous serons amis. Annie Dupéré veut chanter Les Amis de Monsieur. Des chansons du répertoire aussi, je vais mettre. Et puis, des nouvelles chansons
parce que depuis tout ce temps où vous ne m'avez pas vu, j'ai quand même beaucoup travaillé et j'ai écrit des nouvelles chansons. Et donc, j'ai pour l'instant enregistré 18 titres piano-voix pour un album qui va sortir, je pense, à la rentrée prochaine. Et donc, je suis en train de le fignoler. Donc, il y aura déjà en avant-première 4 titres, dont une chanson particulièrement écrite par Serge Lama pour moi, qui est très très triste. Rien que le titre va vous dire de quoi il s'agit. L'ombre de son chien. Donc, c'est une chanson sur la solitude et c'est très plombant. Donc, je vais mettre des chansons et drôles et des chansons nostalgiques et des chansons... ça sera varié qu'en Dancy en montagne russe comme d'habitude. Voilà. Alors, parmi les chansons joyeuses, il y a celle-ci qui est incontournable et qui figure sur cet album. Je ne suis pas oui. parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie. Alors, cette chanson qui est un succès, qui vous a valu un disque d'or, vous dites qu'elle vous a sauvé la vie, Marie-Paul Bell. Oui, elle m'a sauvé la vie parce que c'est comme ma carte d'identité. Partout, on me la demande. Elle m'a sauvé la vie parce que dans les moments de creux, j'ai jamais arrêté de faire de la scène et grâce à ça, j'ai été reconnue, entre guillemets. Et elle m'a sauvé la vie parce que je voulais, à un moment donné, j'étais très découragée, je voulais arrêter de chanter parce que, j'avais été escroquée par mon manager, faux usage de faux, abus de confiance et tout. J'étais dégoûtée, j'en voulais plus et tout ça. Et mon éclairagiste de l'époque, Jacques Rouvérolis, qui est un homme fabuleux et par le talent et par justement l'humanité, est venu et a passé un après-midi à la maison sur mon canapé pour me convaincre de ne pas arrêter. Et Serge Lama aussi m'a fait... Ce sont les 2 personnes qui m'ont boosté en avant. Et donc, cette chanson m'a été vraiment ma carte d'identité qui m'a sauvée tout le temps. Et quand je suis dans la rue ou quand on me reconnaît... les gens, quand ils veulent pas me déranger, c'est très tendre, c'est plein d'amour. Ils osent pas dire alors je vous ai reconnu tout. Alors ils passent et puis ils font la 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 la. C'est très mignon. Et il y avait eu un disque publicitaire avec cette chanson, je crois. Ah oui, mais je l'ai oublié. Je crois que c'était pour Philips, non? Philips, c'est ça, oui. Ah ouais. Mais qu'est-ce que vous en savez des trucs? Mais alors, moi, je suis en admiration. C'est incroyable. Oui, c'est vrai que... Et puis pour Matin Bonheur aussi. Oui. Ça a servi de générique pour une émission le matin sur Antenne 2 à l'époque. Alors, toutes ces chansons, on les retrouve dans cet album donc, qui est sorti chez Marianne Mélodie. Et puis, on les retrouvera sur la scène de la Nouvelle Ève du 18 au 25 mars pour l'instant. On verra bien. Ouais, on va voir si on prolonge ou pas. Voilà, et en cas de succès, ce qui ne m'étonnerait pas. Et puis, il y aura un livre, mais ça, on en reparlera une autre fois. D'accord. Un livre où vous racontez beaucoup de choses. Oui. Merci Marie-Paul Bell de continuer à chanter. Merci d'être revenue. Et Merci. vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio. Et merci Jacques de m'avoir invité. C'est une vraie tendresse. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.